Un mois après la sortie du premier épisode, je profite de la trêve internationale de novembre pour faire un deuxième point sur la situation de nos 3 joueurs prêtés, Unai Opana, Pau Lopez à Gérone et Simon à Nîmes. On va notamment parler de leur temps de jeu, de leur performance, de leur avenir aussi bien sûr, et de leur situation collective pour savoir plus globalement comment se passe leur prêt. Alors comme d'habitude, petite question pour vous avant de commencer, est-ce que vous pensez que ce serait bénéfique de prêter Bamo Meïté au mois de janvier sans mettre d'option d'achat pour qu'il retrouve du temps de jeu sur la deuxième partie de saison? Ou alors est-ce que vous pensez qu'il peut convaincre des Zerbi, ou est-ce qu'il faut vraiment essayer de le vendre pour récupérer quelques millions d'euros et recruter un défenseur qui est vraiment dans les plans du coach? J'attends vos avis dans les commentaires de la vidéo. On commence sans plus attendre avec un point sur Pau Lopez qui n'avait pas encore joué la moindre minute au moment où j'ai sorti le premier épisode. J'espérais vous faire une mise à jour plus positive dans le deuxième épisode, mais malheureusement la situation n'a absolument pas changé. Aucun match au compteur puisque Mitchell fait toujours fermement confiance à Gazzaniga qui est plutôt performant en dehors de sa boulette contre Paris. Il y a eu un match de Liga où il avait sorti 3 pénaltys, donc tout ça lui donne encore un peu plus de crédit et renforce sa place de numéro 1 alors qu'il semble déjà totalement indiscutable aux yeux de son coach. Après il y a des matchs où c'est plus compliqué, par exemple il en a pris 4 la semaine dernière face au PSV, mais à voir si son statut finira par être remis en question. De son côté, Pau Lopez enchaîne les matchs sur le banc en attendant que Mitchell fasse appel à lui. Malheureusement, son début de saison a aussi été marqué par une blessure, un œdème osseux qui lui a fait louper 4 matchs, d'abord la Sociedad, Las Palmas et Leganés en championnat. On imagine qu'il n'aurait pas joué ces matchs-là au vu de la hiérarchie en place, mais ce qui est vraiment dommage, c'est que sa blessure lui a fait louper le premier tour de Coupe du Roi face à Extremadura. C'était l'occasion pour lui de faire ses débuts avec le club de sa ville natale, mais comme il était blessé, le turnover a finalement profité au troisième gardien, Juan Carlos. Mitchell compte visiblement faire jouer son numéro 2 lors des matchs de Coupe du Roi, on connaît pas encore la date du deuxième tour, mais on espère que Pau Lopez pourra faire ses débuts à ce moment-là. Maintenant son avenir reste incertain à l'heure actuelle parce que l'option d'achat n'est pas obligatoire, on n'est pas sûr de faire un transfert définitif à la fin de la saison et donc de récupérer les 6,5 millions de l'option d'achat. Si son temps de jeu reste le même, je vois mal Gérone lever l'option d'achat même si Pau Lopez a tout pour être une bonne doublure, bon état d'esprit, travailleur en n'hésitant pas à prendre ses responsabilités et à se remettre en question. Humainement c'est vraiment top pour un groupe mais ça reste un très gros salaire pour être une doublure, donc à voir ce qu'il va se passer sur les prochains mois. Il lui restera quoi qu'il arrive un an de contrat à Marseille, donc s'il est amené à revenir, ce sera pour repartir dans la foulée à mon avis. J'espère que sa situation aura un peu changé au moment de sortir le troisième épisode, parce que ça doit être frustrant de ne pas jouer le moindre match et de ne pas encore avoir pu faire ses débuts avec le club de sa ville natale. Si on doit retenir un point positif, c'est qu'il vient de revenir de blessure, donc il peut postuler, mais pour le moment la hiérarchie semble gravée dans le marbre dans l'esprit de son coach, et ça confirme ce que disait Pau Lopez au moment de son arrivée. Personne au club ne lui a garanti une place de titulaire indiscutable, et c'est lui qui va devoir aller la chercher en profitant des opportunités et en se montrant très performant à l'entraînement. On enchaîne avec un focus sur la situation d'Unai avec le Panathinaïkos. La dernière fois qu'on en avait parlé, il venait d'enchaîner 2 matchs comme remplaçant face au Borac Bania en Coupe d'Europe et l'Olympiakos en championnat. C'était encore le cas face à l'OFI Crète après la trêve où Diego Alonso l'a fait rentrer pour les 10 dernières minutes. Par la suite, il a été titulaire contre Chelsea lors de la défaite 4-1 dans un match où il s'était mis en évidence avec une frappe lointaine au tout début et un bon appel sur le seul but du Pana en attirant l'attention sur lui, ce qui permet à Tété de s'en servir pour décaler son coéquipier sur la droite. Mais en dehors de ça, je suis pas convaincu par l'aspect défensif, il est trop nonchalant sur le deuxième but de Chelsea et pas assez réactif, pas assez agressif sur le troisième but non plus. Diego Alonso va faire le choix de le remettre au remplaçant face à l'Aris Salonique et de le faire entrer pour le dernier quart d'heure au moment où il y avait un partout. Il est à l'origine d'une belle occasion à son entrée et surtout à l'origine de l'action qui aurait pu offrir la victoire au Pana. Une bonne remise sur un centre en toute fin de match, par la suite l'ailier gauche est trouvé mais sa frappe passe à côté. Une entrée impactante qui n'a pas suffi pour battre l'Aris Salonique à domicile, mais finalement c'est surtout un match nul qui va être fatal pour Diego Alonso qui est débarqué dans la foulée et remplacé par Rui Vitoria. Bon, c'est pas vraiment surprenant parce que leur début de saison a été très décevant, quand j'ai fait le premier épisode ils étaient 8ème du championnat avec quand même un petit peu de retard sur les premiers, donc ça explique l'impatience grandissante de ses dirigeants. Depuis l'arrivée de Rui Vitoria, Unai a enchaîné 3 matchs comme titulaire, 70 minutes contre Volos où il s'est mis en évidence avec un bon décalage pour Tété qui touche le poteau dans la foulée, puis par une grosse frappe de loin qui est bien sortie par leur gardien. Il a joué 80 minutes face à Djurgården en Conference League, un match où il a encore montré de la nonchalance, il perd son duel 2 fois sur le deuxième but de Djurgården parce qu'il manque toujours d'agressivité et d'intensité, puis pour finir il a joué 88 minutes contre l'Amiens en championnat, avant de sortir sur blessure après avoir pris un coup, même si l'inquiétude a été de courte durée parce qu'il a expliqué qu'il ne voulait pas aggraver sa blessure. Collectivement, le Pana a inversé la tendance en championnat, ils sont maintenant 5ème avec seulement 2 points de retard sur les 3 premiers. En revanche, c'est assez chaotique en Conference League avec un seul point sur les 3 premières journées, mais
s'ils font le boulot sur les 3 prochains, ils peuvent espérer se qualifier comme barragistes ou mieux selon les résultats des autres. En tout cas voilà, Unai a enchaîné 3 matchs comme titulaire depuis l'arrivée du nouveau coach alors qu'Alonso l'avait mis sur le banc sur ses 3 derniers matchs à la tête de l'équipe. Pour rappel, c'est un prêt payant de 500 000 € avec une option d'achat de 11,5 millions qui n'est pas obligatoire, donc pas impossible de le voir revenir à Marseille l'été prochain. Ça dépendra des résultats du Pana et de ses performances personnelles, parce que s'il lève l'option d'achat, Unai deviendrait le plus gros transfert du Pana devant Djibril Cissé et plus anciennement Constantinou. Bien sûr c'est vraiment pas anodin et ça suppose qu'il soit pleinement convaincant, il a montré de belles choses par moment et à d'autres c'est plus timide, il doit progresser dans l'investissement collectif parce qu'on le voit souvent trottiner, marcher, ne pas être hyper impliqué sur certaines séquences défensives. Ça c'est problématique, c'est vraiment agaçant pour un coach, il doit vraiment faire plus d'efforts que ce qu'il fait actuellement, donc à voir dans les prochaines semaines et prochains mois s'il aura progressé à ce niveau-là. On refera un point avant le mercato d'hiver pour avoir une idée plus précise de sa situation en prêt et donc de son avenir par ricochet. On passe à un focus sur la situation de Simon Ngapandouet-Tenbou avec Nîmes en national. On expliquait dans le dernier épisode qu'il était titulaire indiscutable et c'est logique parce que Nîmes lui a garanti du temps de jeu pour le convaincre, et c'était aussi une condition sine qua non pour que la direction de l'OM valide le prêt. Ce qui fait plaisir, c'est que la situation n'a pas changé depuis. Simon a seulement loupé le match contre Dijon au retour de la trêve internationale parce qu'il était malade et que l'enchaînement des déplacements en avion ne lui avait pas permis de se rétablir non plus. Adil Hermach a titularisé sa doublure Lucas Diaz qui a d'ailleurs fait un bon match, mais Simon a logiquement récupéré sa place dès le match suivant contre Boulogne. Un match où il a fait 2 arrêts, il a été plutôt serein à la relance mais il est aussi sauvé par sa barre sur l'occasion la plus chaude de Boulogne. Face à Bourg-Perona, il est totalement battu sur le premier but quand l'attaquant adverse coupe une frappe entrée de surface, ça l'a surpris et ensuite il prend le deuxième sur penalty, mais en dehors de ça il s'est montré plutôt rassurant dans les duels aériens et dans les duels au sol. Au moment où je tourne la vidéo, le dernier match c'était contre QRM vendredi dernier, une défaite logique 2-0 dans un match où les Nîmois ont été mis en difficulté à domicile alors qu'ils y sont plus à l'aise habituellement. C'est aussi un match à oublier pour Simon qui doit vraiment mieux faire sur le premier but où il repousse le ballon avant de marquer du pied contre son camp sur la même intervention. Sur le deuxième but, sa main n'est pas assez ferme pour éloigner vraiment la première frappe, le ballon revient directement sur l'attaquant qui met le deuxième. En dehors de ça, il n'a pas été énormément mis en danger mais il encaisse 2 buts sur 2 situations où il peut mieux faire. Ça fait aussi partie de l'apprentissage pour un joueur qui, on le rappelle, n'avait pas d'expérience en équipe première il y a encore 3 mois. Là où c'est intéressant, c'est qu'il enchaîne les matchs, il en a déjà joué 9 en loupant seulement le premier match à son arrivée, celui contre Rouen pendant qu'il était en sélection, et donc Dijon quand il était malade. Pour l'instant, il a montré des choses prometteuses, mais on n'a pas encore vu de match référence où il sort 3-4 arrêts décisifs, ce sera la prochaine étape, mais ce qui est déjà top, c'est de le voir enchaîner les matchs. Depuis le temps qu'on demandait de le voir partir en prêt, c'est vraiment positif, et j'ai hâte de voir ce que la suite de sa saison va donner. Actuellement, il est à 4 clean sheets en 9 matchs, dans l'un de ses entretiens, il avait dit que son objectif c'était d'en faire 20 dans la saison. Il y a encore 21 matchs à jouer, donc on espère qu'il pourra se rapprocher un peu de son objectif. Après sur son avenir, il expliquait vouloir rester à Nîmes s'il montait en Ligue 2, mais pour le moment ils sont 12e à 6 points du podium, et pour envisager une montée, ça passera par des bons matchs à l'extérieur où ils n'ont pas encore gagné depuis le début de la saison. On termine cet épisode par un petit focus sur les joueurs qui pourraient être prêtés cet hiver. Dans l'un des derniers épisodes d'ActuOM, on a parlé d'une info qui disait que Robinho Vaz pourrait être prêté à Aubagne lors du mercato d'hiver. Ça c'est intéressant parce que ça viendrait récompenser un super début de saison avec la réserve et ça montre que la direction compte vraiment sur lui au point de l'envoyer en prêt 6 mois après son arrivée et donc de griller quelques étapes. On peut aussi imaginer qu'il soit intégré au groupe pro, mais ce serait plus bénéfique de le prêter à Aubagne où il pourra jouer régulièrement pour continuer sa progression avant de postuler à une place dans le groupe pro à son retour de prêt, tout en sachant qu'il y a déjà plusieurs jeunes prometteurs qui sont inclus dans le groupe pro régulièrement mais qui ont peu de temps de jeu ou même pas du tout. Aubagne serait aussi séduit par Rogerio Niakosi, comme on le disait dans le dernier épisode, lui aussi pourrait partir en prêt et je suis très curieux de suivre sa progression en national, donc j'espère que ça se fera. On a déjà parlé dans l'une des dernières vidéos, mais on va l'évoquer à nouveau dans celle-ci pour ceux qui n'ont pas vu la précédente. D'après la Provence, Martigues et Aubagne aimeraient devenir des clubs satellites et donc se faire prêter des jeunes joueurs par l'OM. L'idée me plaît beaucoup pour que les jeunes puissent développer leur potentiel en rejoignant des clubs qui leur garantiront du temps de jeu, des clubs en qui la direction a confiance, comme ça a pu être le cas avec Ajaccio, Arles-Avignon ou Liban de Saint-Seurin par le passé. Muguet pourrait lui être prêté en Suisse avec des clubs comme Sion et Lugano qui sont intéressés par lui d'après les infos d'Africa Foot, après à voir s'il acceptera d'être prêté parce qu'il voulait partir définitivement cet été, comme l'expliquait l'équipe, mais quoi qu'il en soit, il faut qu'il retrouve du temps de jeu. Comme je le disais dans le dernier épisode, en l'espace d'un an, il est passé d'une place dans la rotation sous Marcelino et une sélection pour la CAN qu'il a refusée, à une situation d'indésirable où il ne joue pas avec les pros et avec la réserve non plus, donc il faudra vraiment trouver une solution cet hiver. J'aurais aimé qu'Emran Soglo soit prêté, mais sa situation contractuelle complique
vraiment les choses, il a refusé une offre de prolongation jusqu'en 2027 parce qu'il n'était pas convaincu par le projet que le club lui proposait, par les conditions et par le timing. Il sera donc libre en juin 2025 et pourra s'engager avec le club de son choix dès janvier. C'est vraiment dommage parce qu'il a eu des opportunités la saison dernière, 14 matchs au total avec une titularisation en quart de finale d'Europa League contre Benfica. C'est vraiment une belle preuve de confiance et j'aimerais le voir prolonger avant de partir en prêt pour s'aguerrir, mais visiblement ça ne semble pas être la tendance actuellement. Je pensais aussi à Bilal Nadir parmi les candidats, mais pour le moment l'idée c'est surtout qu'il revienne à 100% en jouant avec la réserve, et par la suite une décision sera prise, mais comme il sort de 2 graves blessures, faut pas griller les étapes. J'ajouterai Yakin Saïd Madi qui est récemment devenu international comorien et qui a retrouvé du temps de jeu après une saison dernière très compliquée avec une blessure qui l'a éloigné des terrains quasiment toute la saison. Je pense qu'un prêt pourrait être intéressant pour prendre de l'expérience, mais à voir ce qu'il va se passer pendant le mercato d'hiver. Je termine avec Bamo Meïté et ça fait écho à la question que je vous ai posée en début de vidéo. On peut imaginer un prêt pour qu'il retrouve du temps de jeu plus régulièrement sur la deuxième partie de saison. S'il est performant, ça fera monter sa valeur marchande et ça peut aussi convaincre des Zerbi de lui accorder plus de confiance à partir de l'été prochain. Mais dans le même temps, une vente permettrait de récupérer quelques millions, d'alléger un peu la masse salariale, puis de recruter un joueur qui est totalement dans les plans du coach. De Zerbi l'a pas trouvé en forme à son arrivée, que ce soit dans l'aspect physique avec les conséquences de sa blessure, mais aussi dans l'aspect mental entre son faux départ et la fusillade qu'il a vécue. D'après ce que disait son entourage à la Provence, il revient en forme, donc à voir si ça changera quelque chose à son temps de jeu sur les prochaines semaines. En tout cas, Mathieu Grégoire de l'équipe affirme lui que l'OM a refusé une offre de prêt de Montpellier qui voulait l'avoir pour la deuxième partie de saison. Ça peut vouloir dire qu'il compte sur lui maintenant qu'il a retrouvé sa forme, ou alors peut-être qu'ils se disent que si départ il doit y avoir, ça doit se faire sous la forme d'un transfert définitif pour récupérer quelques liquidités, ou à minima de boucler un prêt avec option d'achat, mais à voir à l'approche du mercato hivernal. De mon côté, j'arrive à la fin de ce deuxième épisode de Focus sur les prêtés, j'espère que ça vous a plu et comme toujours n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, c'est super important pour me soutenir et ça permet à la vidéo d'être mieux référencée, donc un grand merci à tous ceux qui y pensent à chaque vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner en activant les notifications pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé l'épisode jusqu'au bout, écrivez prêté dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, il y aura du contenu d'ici la fin de la trêve et n'hésitez pas à aller voir le dernier épisode d'Actu OM où on parle de l'entretien de Benassia et d'une nouvelle piste au poste de milieu offensif pour le prochain mercato. Le lien sera en commentaire épinglé, en description et vous pourrez aussi cliquer directement sur l'écran de fin de vidéo dans quelques secondes. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.